Une aperçut qu'il était milliardaire, la fille de la domestique s'approcha de l'homme solitaire. « Monsieur, demanda-t-elle d'une voix douce, voudriez-vous être mon cavalier pour cette danse ?» Sa simple question sidéra toute la salle. Il était un milliardaire perdu dans un deuil qui s'était déposé sur lui comme la poussière. Elle, une fillette de 10 ans, la fille d'une femme de ménage, ne voyait qu'un homme seul. Dans la salle des fêtes, divisée par la richesse et le jugement, elle ignora les regards et traversa le parquet. Elle ne savait pas qu'il possédait des immeubles entiers. Elle savait seulement qu'il était seul. Par une seule question, « Voulez-vous danser avec moi ?» Elle lui offrit un instant de pure bonté humaine. Elle ne se doutait pas qu'une simple danse allait déclencher une vengeance cruelle et éveiller une force qu'elle ne pouvait imaginer. Il se tenait seul tel un fantôme dans une salle pleine de rire. Robert Valois, un homme qui possédait des tours entières, paraissait perdu sous les guirlandes de papier. Il était venu signer un chèque, un devoir qu'il redoutait. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'une fillette de 10 ans bouleverse sa vie. L'air de la salle des fêtes de l'école primaire Jean Moulin à Lyon était chargé d'odeurs de cire et de brioche. Des dessins colorés de sapins et d'étoiles, restes de la fête de Noël, étaient encore accrochés au mur. Le bal de l'école battait son plein des pères maladroits, faisait tournoyer leurs filles en robes brillantes. Dans un coin près du bol de jus de fruits tièdes, Robert consulta sa montre 18h17. Il détestait ces soirées. Bruyantes encombrées, elles lui rappelaient une vie qu'il n'avait plus. Il était là comme invité d'honneur le Valois de la Fondation Valois qui avait financé la nouvelle bibliothèque de l'école. Le directeur avait insisté « Ce sera bon pour la communauté, monsieur Valois ». Robert ne ressentait qu'un vide immense. Il rajusta la manche de son pull en cachemire gris. Il se sentait imposteur, il avait bâti un empire de transport maritime capable de faire bouger des cargaisons sur tous les océans, mais incapable de se déplacer lui-même hors de son chagrin. De l'autre côté de la salle, Émilie observait les danseurs. Ses cheveux blonds coupés, courts encadraient un visage décidé. Sa robe bleu clair cousue par sa mère était simple, sans paillettes, sans dentelle. Elle n'en avait cure. Elle cherchait son partenaire. Sa mère Marguerite Ali se tenait près de la porte, les mains crispées. Femme fière mais lasse, elle travaillait comme employée de maison chez les Perrin. Une des familles les plus aisées de la ville. Elle reconnaissait ce regard de richesse, il se tenait près du bol de jus. Elle connaissait cet homme, tout le monde le connaissait. Robert Valois. Son visage apparaissait dans les magazines économiques. « Émilie, ma chérie », murmura Marguerite en tirant doucement sa fille. « Peut-être qu'on devrait simplement regarder un peu. Mais c'est un bal, maman. Je sais, sois sage. » Marguerite jeta un coup d'œil inquiet vers une autre femme, Béatrice Perrin, venue avec sa fille Chloé. Béatrice, dans une robe noire ajustée, et un air de mépris permanent, posa sur Marguerite et Émilie un regard glacial. Elle se pencha vers une autre mère. « On laisse vraiment entrer tout le monde ce soir », murmura-t-elle assez fort pour être entendue. Le visage de Marguerite s'empourpra. Elle posa une main protectrice sur l'épaule de sa fille. Émilie n'entendit pas la cruauté. Elle fixait l'homme au pull gris. Il avait l'air seul, comme elle parfois. Son grand-père, un ancien officier décoré de la Légion d'honneur, lui avait toujours répété « Le courage, ma petite, ce n'est pas d'être fort. C'est de voir quelqu'un qui a besoin d'aide, et de l'aider même si tu as peur. » L'homme au pull gris semblait avoir besoin d'aide. Il semblait avoir besoin d'un ami. « Je reviens, maman, » dit Émilie. « Émilie attend, » siffla Marguerite. Mais la fillette marchait déjà décidée. Elle traversa le parquet verni, ignorant les rires et les chuchotements. Robert Valois la vit venir. Il pensa qu'elle était perdue ou voulait lui vendre un billet de tombola. Il se prépara à être poli mais ferme. Béatrice Perrin la vit aussi. Ses yeux s'écarquillèrent. « Mais que fait cet enfant ?» murmura-t-elle.
Émilie s'arrêta juste devant le milliardaire. Elle dut lever la tête bien haut pour croiser son regard. Ses yeux à lui étaient gris et infiniment tristes. Elle ne savait pas qu'il était puissant. Elle savait seulement qu'il était seul. Émilie inspira. Elle se souvint des paroles de son grand-père. « Monsieur, dit-elle d'une voix claire et petite, voulez-vous être mon cavalier pour cette danse ?» La musique sembla s'adoucir. Le brouhaha s'effaça. Robert resta figé. Il contempla la fillette. Son expression était sérieuse, sans malice, sans moquerie, une simple demande. « Toi, tu veux danser avec moi ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Il n'avait parlé à personne depuis des heures. « Oui, monsieur. Le panneau dit bal des parents et enfants. Je n'ai pas de papa ici et vous êtes tout seul. Personne ne devrait être seul à un bal. » La gorge de Robert se serra. Cela faisait des années que personne ne lui avait parlé avec une gentillesse aussi simple, aussi sincère. Dans son monde, chacun voulait quelque chose, son argent, son influence, son nom. Cette petite fille, elle ne voulait qu'un partenaire de danse. Il leva les yeux au-dessus de sa tête blonde et aperçut Béatrice Perrin, dont le visage crispé transpirait le jugement. Près de la porte, Marguerite tordait ses mains blêmes figées d'inquiétude. Puis il regarda de nouveau Émilie. « Je ne suis pas, » dit Robert lentement, un très bon danseur. « Ce n'est pas grave, » répondit Émilie avec un petit sourire. « Je peux vous apprendre. Il faut juste éviter d'écraser les pieds de l'autre. » Un son rauque s'échappa de la poitrine de Robert, un rire. Il n'avait pas ri depuis longtemps. C'était une sensation étrange, presque oubliée. « Eh bien, dit-il en posant son gobelet de jus de fruits sur la table, « je suppose que je ne peux refuser ma première leçon. » Il tendit la main. « Je m'appelle Robert. »« Moi, c'est Émilie, » répondit-elle en posant sa petite main dans la sienne. Le DJ, témoin de la scène, prit une décision rapide. Il coupa la musique rythmée et lança une valse lente, douce et claire. Émilie l'entraîna sur la piste. Les autres pères et filles s'écartèrent, formant un cercle autour de l'homme grand et triste et de la fillette courageuse. Robert était raide, maladroit, comme un homme qui aurait oublié comment être doux. « Vous devez mettre votre autre main sur mon dos, monsieur, » expliqua Émilie patiemment. « Ah oui. » Robert posa la main sur son omoplate. « Non, un peu plus bas, » corrigea-t-elle. Il la bougea. « Voilà, maintenant suivez mes pas. » Ils se mirent à bouger. Ce n'était pas vraiment une danse, plutôt un petit pas bancal à deux. Robert regardait la chevelure blonde de l'enfant. Émilie fixait les souliers cirés et coûteux de son partenaire. « Vous marchez sur mes pieds, nota Robert. « Non, » répondit Émilie concentrée. « C'est vous qui marchez sur les miens. Ah, toutes mes excuses. » Peu à peu, ils trouvèrent un rythme, un simple 1, 2, 3. La posture rigide de Robert s'adoucit. Le vide glacé dans sa poitrine se réchauffait. Il pensa à sa femme Claire. Elle aimait danser. Elle avait essayé de lui apprendre dans leur cuisine. « Tu es sans espoir, Rob, » riait-elle. « Vous êtes sans espoir, » dit Émilie en levant les yeux vers lui. Robert s'arrêta confus. « Pardon, je veux dire, » se reprit-elle, « il vous faut juste un peu d'entraînement. Ma femme me disait la même chose, » murmura Robert la voix basse. « Elle est ici, » demanda Émilie en jetant un regard autour de la salle. Le sourire de Robert s'effaça. « Non, elle n'est plus là. »« Oh, » dit Émilie doucement. « Mon grand-père non plus. Il est au ciel. Maman dit qu'il danse maintenant avec les anges. » Robert la contempla. « Ton grand-père devait être un homme admirable. »« C'était un héros, » répondit-elle fièrement. « Il a sauvé toute son unité pendant la guerre. Il m'a toujours dit d'être courageuse même quand j'ai peur. »« Et avais-tu peur de venir m'inviter à danser ?» demanda Robert. Émilie hocha la tête. « Un peu. Vous êtes très grand. » Robert rit à nouveau, un rire plus profond, plus vrai. « Eh bien, mademoiselle Émilie, je suis honoré. Merci pour votre courage. »
Lorsque la valse s'acheva, la salle devint silencieuse. Les autres familles s'étaient arrêtées pour regarder. Béatrice Perrin bouillait de rage. « C'est ridicule », murmura-t-elle à sa voisine. « Il se ridiculise avec cette gamine. » Marguerite, elle pleurait. Elle regardait sa fille. Elle regardait le milliardaire. Et elle voyait quelque chose qu'elle n'avait plus vu depuis longtemps, une bonté simple humaine. La musique s'éteignit. Robert et Émilie s'immobilisèrent. Un instant suspendu. Puis une enseignante applaudit. Un parent suivit. En quelques secondes, toute la salle battait des mains. Robert, surpris, regarda autour de lui. Émilie rayonnait. « Vous voyez, dit-elle en tirant doucement sur son pull. Je vous l'avais dit, je peux enseigner. » Robert relâcha la petite main avec une étrange hésitation. Il regarda vers la porte où Marguerite se tenait pâle immobile. « Ta maman t'attend, dit-il doucement. »« D'accord. » Émilie lui adressa un grand sourire. « Merci pour la danse, monsieur. Vous avez été très bon pour un débutant. Tout l'honneur est pour moi, mademoiselle Émilie, répondit-il avec un léger salut. La fillette s'élança vers sa mère, sa robe bleue voltant derrière elle. Marguerite saisit la main de sa fille, adressa à Robert un bref signe de tête apeuré puis la tira vers la sortie. La musique repartit un morceau pop joyeux. Le charme était rompu. Les autres reprirent leur danse. Robert Valois demeura seul encore une fois, mais il ne se sentait plus seul. Il se sentait bouleversé, éveillé. Il se dirigea vers la sortie, sa mission de donateur plus que remplie. En passant près d'une table, il s'arrêta. Béatrice Perrin se leva, un sourire tendu aux lèvres, sa fille Chloé, à ses côtés. « Monsieur Valois, dit-elle d'une voix mielleuse et acérée, bloquant son passage. Madame Perrin, répondit-il avec un hochement de tête poli. Quel spectacle vraiment! Quelle générosité de votre part de danser avec cette petite. Sa mère travaille pour moi, vous savez, elle nettoie ma maison, ajouta-t-elle, comme si elle parlait d'une maladie. Le regard de Robert, si chaleureux, un instant plus tôt se fit de glace. C'était un homme habitué aux négociations de milliards d'euros. Il savait reconnaître l'agression. « C'est une enfant charmante, » répondit-il calmement. « Vous devriez être fier de connaître sa mère. » Le sourire de Béatrice vacilla. Elle s'attendait à un rire condescendant, pas à une défense. « Eh bien, » balbutia-t-elle, « je veux simplement dire que nous devons maintenir certains standards. Il ne faudrait pas que les enfants s'imaginent pouvoir importuner les gens importants. » Robert baissa les yeux vers elle. C'était un homme grand et à cet instant, il sembla emplir toute la salle des fêtes. « La seule mauvaise idée que je vois ici, dit-il, d'une voix dangereusement calme, c'est de croire que la bonté a des standards. Cette fillette ne m'a pas dérangé. Elle m'a sauvé. » Il ne laissa pas à Béatrice le temps de répondre. Il la contourna et se pencha légèrement vers sa fille Chloé, dit-il d'un ton doux. « Ta robe est ravissante. » L'enfant, ignoré toute la soirée, rougit. « Merci, monsieur. » Le visage de Béatrice devint rouge d'une colère sourde. Elle le regarda s'éloigner. Il ne s'était pas contenté de la congédier, il l'avait humiliée. Il avait pris le parti de la domestique. Ses yeux glacés se tournèrent vers la porte, où Marguerite et Émilie venaient de sortir. « On verra bien pour les standards, » marmonna-t-elle. Le trajet du retour fut silencieux. Leur petite voiture tremblante était glaciale. Le chauffage était tombé en panne l'hiver précédent. Marguerite tenait le volant si fort que ses jointures blanchissaient. « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, maman ?» demanda enfin Émilie, depuis le siège passager encore en manteau, par-dessus sa robe du bal. Le cœur de Marguerite se serra. Elle posa la main sur le genou de sa fille. « Non, ma chérie, tu n'as rien fait de mal. Tu étais parfaite. » « C'était un gentil monsieur, » dit Émilie en regardant par la fenêtre. Il avait l'air triste. « Oui, ma puce, il l'est.
Et il est aussi très très puissant. Puissant, répéta Émilie. Marguerite soupira. Comment expliquer? Ça veut dire qu'il est comme un grand navire, Émilie. Et nous sommes de petits bateaux. Il faut faire attention à ne pas trop s'approcher. Sinon, ces vagues peuvent nous faire chavirer, même s'il ne le veut pas. Émilie réfléchit puis dit « Mais il avait besoin d'un partenaire de danse, maman. »« Je sais, ma chérie. » Marguerite gara la voiture sur le petit parking de leur immeuble HLM de l'autre côté de la ville, bien loin de la villa des Perrin. « Maman, dit Émilie en descendant. Oui, Madame Perrin avait l'air fâchée. Marguerite s'arrêta sa clé dans la serrure. Elle ferma les yeux. « Oui, je l'ai vu aussi. » Pourquoi certaines personnes? Émilie, répondit-elle en ouvrant la porte, n'aiment pas quand les petits bateaux s'approchent des grands navires. Elles préfèrent que chacun reste à sa place. C'est idiot, dit Émilie en entrant. Ce n'est pas un navire, c'est juste une piste de danse. Marguerite regarda sa fille disparaître dans sa chambre. Oui, ma petite, murmura-t-elle, si seulement il comprenait ça. Elle alla à la cuisine et mit de l'eau à bouillir pour le thé. Ses mains tremblaient. Béatrice Perrin n'était pas une employeuse aimable, exigeante, tatillonne souvent en retard sur la paie. Mais c'était un emploi, il payait le loyer, la nourriture d'Émilie. Et demain matin, à 8 heures précises, elle devait être à la Villa Perrin pour nettoyer après leur réception de pré-Noël. Elle avait un très mauvais pressentiment. Robert Valois, lui, ne rentra pas chez lui. Sa vaste demeure sur la colline lui semblait plus un tombeau qu'une maison. Il demanda à son chauffeur de le conduire directement à la Tour Valois, son siège social. L'immeuble était plongé dans l'obscurité à l'exception des lumières de sécurité du hall. Il prit l'ascenseur privé jusqu'à l'étage du penthouse. Son bureau immense donnait sur la ville tout entière à travers une paroi de verre. Il ne ralluma pas la lumière. Il resta debout, observant les milliers de lumières scintillant au loin. Chaque point représentait un foyer, une famille, une vie. Il possédait tout cela, et pourtant, il n'avait rien ressenti depuis des années, jusqu'à ce soir. Il pensa à la petite Émilie. Il était un héros. Il m'a appris à être courageuse. Ces mots tournaient dans sa tête. Robert n'avait pas ressenti de courage depuis longtemps. Pas depuis la mort de Claire. Depuis, il n'avait été que travail, construire son empire, accumuler l'argent financé des bibliothèques. Mais il était creux. Il alla à son bureau, alluma une petite lampe et sortit une feuille de papier. Il avait sous contrat plusieurs enquêteurs privés d'ordinaire pour vérifier la fiabilité de partenaires ou dénicher les failles de ses concurrents. Il décrocha le téléphone et composa un numéro. Monsieur Valois répondit une voix aussitôt éveillée. C'était Georges Lambert, son chef de la sécurité. Il était 21 heures. Un appel à cette heure était rare. Georges dit « Robert, calmement, j'ai un nom pour toi. » Émilie, 10 ans, cheveux blonds. Sa mère s'appelle Marguerite, nom de famille inconnu. Elle travaille comme femme de ménage chez les Perrin Béatrice et Thomas Perrin. Un silence s'installa. « Monsieur, c'est une menace ?» demanda Georges perplexe. « Non, Georges, c'est tout le contraire d'une menace. » Robert regardait toujours la ville. « Je veux tout savoir sur elle, mais discrètement. Personne ne doit te voir ni t'entendre. Je ne veux pas qu'elles aient peur. Je veux seulement savoir qui elles sont. » Bien sûr, Monsieur Valois. Une vérification complète sur Marguerite et sa fille Émilie. Encore une chose, ajouta Robert. La fillette a parlé de son grand-père, un héros de guerre. Découvre qui il était. Il raccrocha. Puis il resta longtemps assis dans le noir. Cette petite fille aux cheveux blonds avait ouvert une porte qu'il gardait close depuis des années, et pour la première fois, il était prêt à regarder ce qu'il y avait derrière. Le lendemain matin, le ciel était d'un gris dur et impitoyable. Marguerite s'éveilla avant la sonnerie. Elle n'avait pas dormi les yeux fixés toute la nuit, sur les fissures du plafond, écoutant la fuite d'eau de l'appartement voisin.
Elle prépara du porridge pour Émilie, ses gestes mécaniques. « Tu vas chez Madame Perrin. Aujourd'hui, maman ?» demanda la fillette en balançant les jambes sous la table. « Oui, ma chérie, » répondit Marguerite en forçant un sourire. « Sois sage chez Madame Gabelle après l'école. Je rentrerai vers 5 heures. Je peux montrer à Madame Perrin le dessin que j'ai fait, Émilie, brandit une feuille de papier, un dessin au crayon de cire. Un grand bonhomme en pull gris tenait la main d'une petite fille en robe bleue. Ils souriaient tous les deux sur le dessin. Le cœur de Marguerite se serra. « Non, ma chérie. Pas aujourd'hui. Madame Perrin est très occupée. » Elle embrassa Émilie à l'arrêt du bus scolaire. Le car s'éloigna et Marguerite resta seule dans le froid. Elle resserra son manteau trop mince et commença la longue marche vers le quartier riche de la ville. La villa des Perrin était une maison moderne toute de verre et de pierres blanches belles mais glaciales, presque stériles. Marguerite entra par la porte de service comme toujours. Elle valida sa présence sur le petit clavier numérique du vestiaire 8-01. 1 minute de retard. Elle grimaça. Béatrice Perrin, elle le savait, vérifiait le registre. La maison était silencieuse, mais d'un silence lourd. La réception de la veille avait laissé un désordre monumental. Des verres collants de punch séchés traînaient sur toutes les surfaces. Des miettes s'étaient incrustées dans le tapis blanc hors de prix. Marguerite se mit aussitôt au travail. Elle était méticuleuse, appliquée. Elle avait besoin de cet emploi. Elle frottait une tache de vin rouge sur le tapis du salon lorsque Béatrice entra. Marguerite. La domestique sursauta manquant de laisser tomber sa brosse. Elle se redressa et essuya ses mains sur son tablier. « Bonjour, Madame Perrin. » Béatrice portait un peignoir de soie et tenait une tasse de café. Elle ne semblait pas reposée. Ses yeux brillaient d'une colère glaciale, comme ceux d'un oiseau de proie. « Je vois que vous êtes en retard, » dit-elle d'un ton léger, mais au regard dur. « Je suis désolée, madame. Le bus, taisez-vous. » Béatrice coupa net. « Je me moque du bus. Ce qui m'importe, c'est ma maison. » Elle fit lentement le tour de la pièce, inspectant le travail. Elle passa un doigt sur une étagère. « Vous avez oublié un endroit. » Marguerite regarda, il n'y avait pas de poussière. « Je vais le refaire, » murmura-t-elle. « Oui, vous allez le refaire. » Béatrice prit une gorgée de café. « Vous semblez distraite, Marguerite. » Une nuit agitée après le bal d'hier. Le sang de Marguerite se glaça. « Non, madame, nous sommes rentrés tôt. » « Oui, je vous ai vu. » Béatrice se retourna, son visage dur et brillant. « Vous savez, Marguerite, je suis une femme très généreuse. Je vous donne du travail. Je vous paie correctement. Je tolère beaucoup. »« Madame, » murmura Marguerite, la voix presque éteinte. « Mais j'attends un minimum de professionnalisme, de loyauté. Je n'accepte pas que mon personnel se permette de... frayer. » Frayeur répéta Marguerite interdite. « Ne jouez pas l'idiote, » trancha Béatrice la voix claquante. « Vous avez vu ce que votre fille a fait. Courir vers un homme comme Robert Valois, un homme de son importance. C'était humiliant, indécent. Vous m'avez ridiculisé. » Marguerite se redressa le sang d'Ali, celui de son père, un ancien colonel bouillonnant dans ses veines. « Ma fille a été polie. Cet homme était seul. Il était seul parce qu'il le voulait, » hurla Béatrice perdant son vernis mondain. « Il n'est pas des nôtres. Et vous, vous n'êtes pas des leurs. Vous êtes ici pour frotter mes sols. Votre fille, elle doit se taire. Vous semblez avoir oublié votre place. » « Ma place, » répondit Marguerite, d'une voix tremblante mais glaciale, « n'est pas sous la vôtre. Elle est simplement différente. » Les yeux de Béatrice s'écarquillèrent. Jamais une domestique ne lui avait répondu ainsi. « Oh » souffla-t-elle d'un ton menaçant, « je vois que vous avez beaucoup de fierté. Sans doute hérité de ce père à vous, le héros de guerre.
Elle cracha les mots avec mépris. « Laissez mon père en dehors de cela, » dit Marguerite en reculant d'un pas. « Oh non, » répliqua Béatrice en posant brusquement sa tasse sur la table. « Tenez, j'aimerais que vous alliez au bureau de mon mari. Il y a sur son bureau un petit cadre en argent avec une photo de Chloé bébé. Vous allez le nettoyer. » Marguerite, désorientée par ce changement soudain, de ton acquiesça. « Oui, madame. » Le bureau. Elle descendit le couloir menant à la pièce lambrissée de bois sombre. Le bureau en acajou massif dominait la salle. Elle chercha le cadre, rien. Elle regarda sur les étagères les tables d'appoint disparues. « Vous cherchez quelque chose. » Marguerite se retourna. Béatrice était adossée à la porte, un sourire cruel aux lèvres. Le cadre dit « Marguerite ». Celui en argent avec Chloé bébé. Il n'est pas là. Je le sais, répondit Béatrice d'un ton doucereux. Difficile de tout nettoyer quand on est si occupé. Peut-être comptiez-vous le prendre pour vous offrir une nouvelle robe de fête pour votre fille, le monde chavira. Marguerite sentit le sol se dérober sous ses pieds. Quoi? Non, jamais je n'ai rien pris. C'était celui de ma grand-mère, mentit Béatrice en feignant les larmes. Du vrai argent massif. Dans ma famille depuis des générations. Et maintenant, il a disparu. Après votre petite représentation d'hier soir. Madame Perrin, je vous en supplie, balbutia Marguerite, le souffle court, la fierté remplacée par la panique. Je n'ai rien volé, je le jure. C'est ce qu'elles disent toutes, coupa Béatrice la voix dure. Je ne peux pas avoir de voleuse dans ma maison, ni quelqu'un en qui je n'ai pas confiance autour de ma famille. Vous me renvoyez, dit Marguerite la gorge serrée. Mais je n'ai rien fait. Je sais seulement qu'un objet précieux a disparu et que vous êtes la seule à être entrée ici ce matin. Béatrice marcha jusqu'à la porte d'entrée et l'ouvrit d'un geste sec. L'air glacial de novembre s'engouffra dans le hall. « S'il vous plaît, » murmura Marguerite. « J'ai un enfant. C'est bientôt Noël. » « Ce n'est pas mon problème, » répondit Béatrice d'une voix plate. « Votre dernier salaire vous sera envoyé par courrier déduit du prix du cadre, bien sûr. Maintenant, sortez de chez moi. » Marguerite la fixa. Dans ce visage, il n'y avait ni pitié, ni remords, seulement une haine froide. Engourdie, elle sortit. La lourde porte se referma derrière elle dans un claque sec. Elle resta un instant immobile sur le trottoir impeccable, entouré de pelouses parfaites et de villas silencieuses. Plus d'emploi, accusée de vol, sans argent pour payer le loyer. Elle était la fille d'un héros. Et jamais encore Marguerite Ali ne s'était sentie aussi vaincue. Elle baissa la tête et entreprit la longue marche glaciale vers chez elle. À plusieurs kilomètres de là, dans le silence feutré de la tour Valois, le téléphone de Robert sonna. « Georges, qu'as-tu pour moi ?» demanda-t-il en pivotant son fauteuil face aux vitres donnant sur la ville. « J'ai les informations », monsieur répondit la voix de son chef de la sécurité. Les dossiers scolaires indiquent le nom complet Émilie O'Malley. Sa mère s'appelle Marguerite Ali. O'Malley répéta Robert le nom résonnant dans sa mémoire solide familier. Oui, monsieur. Et c'est là que ça devient intéressant. J'ai croisé le nom de Marguerite Ali avec grand-père et héros de guerre comme vous l'avez demandé. J'ai recoupé avec les registres militaires locaux. Une pause. Monsieur, connaissez-vous le colonel Michel Ali Robert se redressa d'un bond. Le colonel Fer Ali du 2e régiment étranger de parachutistes. Le même, répondit Georges, sa voix empreinte de respect. Croix de guerre. Légion d'honneur, 2 blessures au combat. Il a mené la charge au col de l'Aigle, sauvant tout son bataillon. Une légende. Décédé il y a 5 ans. Robert resta un moment muet, fixant le combiné. Il connaissait ce nom. Tout industriel, ayant traité un jour avec le ministère des Armées, connaissait Michel Ali, célèbre non seulement pour son courage,
mais pour son intégrité inébranlable. On lui avait proposé des fortunes pour siéger dans les conseils d'administration des entreprises d'armement et il avait toujours refusé. Il avait vécu et était mort modestement dans une petite maison du quartier ouvrier. « C'est le grand-père d'Émilie », dit Robert d'une voix lente. « Ce n'était pas une question. »« Exactement, monsieur. Marguerite est sa fille unique. Son mari, le père d'Émilie, était aussi militaire. Il est mort dans un accident d'entraînement avant la naissance de l'enfant. » Robert ferma les yeux. Tout devenait clair. Ce n'était pas une domestique et sa fille. C'était la famille d'un héros national, la veuve d'un soldat, et la petite-fille d'un homme d'honneur aujourd'hui humilié par des femmes comme Béatrice Perrin. Une colère froide, méthodique, monta en lui de celle qu'il ne réservait d'ordinaire qu'aux acquisitions hostiles. « Georges, dit-il calmement, nouvelle mission. Je veux tout savoir sur l'emploi de Marguerite, sur Béatrice Perrin, sur leur situation. Tout. Tout de suite, monsieur. Et encore une chose, ajouta Robert. Trouve-moi ce cadre en argent. » Les pieds de Marguerite étaient engourdis. Le froid du trottoir s'infiltrait à travers les semelles fines de ses chaussures. 3 kilomètres séparaient la villa Perrin de son appartement. Chaque pas résonnait comme un petit choc. Elle ne pleurait pas. Elle était trop terrifiée pour pleurer. Elle croisa un facteur, une femme poussant une poussette. Leurs vies semblaient normales entières. La sienne s'effondrait. Voleuse. Madame Perrin l'avait traitée de voleuse. Le mot tournait dans sa tête plus fort que le bruit de la circulation. C'était une tâche indélébile. Elle pensa à son père, le colonel Michel Ali. Dans son ancien bureau, une vitrine exposait ses décorations. Sur son uniforme, chaque pli était impeccable. C'était un homme d'un honneur absolu presque effrayant. Ton nom est tout ce que tu possèdes, Marguerite. Ne laisse jamais personne le salir. À présent, elle ne ressentait plus que la saleté. Elle avait l'impression de l'avoir trahi, d'avoir trahi Émilie. Que lui dirait-elle? « Ma chérie, on ne peut pas acheter à manger cette semaine parce qu'une femme riche a menti. On doit partir parce que j'ai perdu mon travail. » Elle arriva à son immeuble, un vieux bâtiment de briques qui s'effritait, mais c'était chez elle. Son refuge minuscule dans un monde trop vaste. Et maintenant, elle risquait de le perdre. Elle entra dans son appartement. 11h34, le silence. Émilie était encore à l'école à l'abri, inconsciente de tout cela. Marguerite s'approcha de l'évier. Sur le mur, le dessin d'Émilie, le grand bonhomme en pull gris, tenant la main d'une petite fille en robe bleue. Elle avait permis à sa fille d'être courageuse de parler à un grand navire puissant. Et la vague était venue tout comme elle le craignait, et elle l'avait engloutie. Les larmes finirent par couler. Silencieuses, brûlantes, des larmes de honte et de peur. Elle s'effondra sur une chaise de cuisine, la tête dans les mains. Pour la première fois depuis la mort de son père, Marguerite Ali se sentit désespérément seule. « Monsieur, c'est moi », dit Georges. Robert était toujours dans son bureau, mais il ne regardait plus la ville. Il fixait une photo encadrée, posée sur son bureau, lui, et Claire sur un voilier souriant, avant qu'elle ne tombe malade. « Nous avons un problème », dit Georges, d'une voix professionnelle. « Je t'écoute. » Notre homme posté en face de la résidence Perrin a signalé que Marguerite Ali a quitté la maison à 8h52. Elle pleurait sans sa voiture. Elle a marché. Ce n'est pas son habitude. Les jointures de Robert blanchirent sur le bord du bureau. Continue. J'ai pris la liberté d'activer une surveillance numérique. La maison de Madame Perrin est une smart house sécurité très avancée mais mal cryptée. Georges dit Robert d'une voix de fer, va droit au but. Madame Perrin a renvoyé Marguerite Ali. Motif, volu un cadre photo en argent valeur estimé à 500 €. Un silence pesant envahit la pièce. « Et l'a-t-elle pris ?» demanda enfin Robert à contre-cœur. Il haïssait devoir poser cette question. « Non, monsieur.
La voix de Georges était ferme. « J'ai les enregistrements des caméras internes. C'est Madame Perrin elle-même qui a retiré le cadre du bureau hier soir après la réception. Elle l'a caché dans son dressing. À 8h45, elle a ordonné à Madame Ali de le nettoyer. À 8h51, elle découvrait sa disparition et la renvoyait. Robert se laissa tomber contre le dossier de son fauteuil. Un calme glacial l'envahit, celui qu'il ressentait avant d'anéantir un adversaire. C'était une colère si pure qu'elle en paraissait presque paisible. « Elle l'a planifié, » dit Robert. « Il semble bien que... »« Oui, monsieur, » répondit Georges. « Une vengeance pour la danse. »« Pour la danse, » répéta Robert lentement. Il revit le visage d'Émilie courageuse et fière, celui d'une enfant qui portait dans ses yeux la noblesse de son grand-père. Michel Ali, l'homme qui avait affronté les balles et les bombes dont la fille et la petite-fille étaient aujourd'hui détruites par la mesquinerie. Monsieur fit Georges hésitant. Il savait que cette affaire dépassait à présent le cadre professionnel. Quoi d'autre, Marguerite Ali a 112 € sur son compte courant. Le loyer est dû dans 8 jours. Elle est sous bail précaire reconductible chaque mois. Un avis d'expulsion lui laisserait 10 jours. Elle n'a pas de famille proche, aucun soutien. Par tous les critères, elle est piégée. Robert regarda la photo de Claire, son épouse défunte. Elle avait été bénévole dans un foyer pour femmes en difficulté. Elle répétait toujours « Utilise ton pouvoir pour le bien, Rob. Ne te contente pas d'être riche, sois digne de l'être. » Il ne s'était plus senti digne depuis longtemps. « Très bien, dit-il enfin d'une voix changée. » La brume de deuil qui l'avait enveloppé depuis 2 ans venait de se dissiper, remplacée par une clarté tranchante, un but précis. « Georges, je veux que tu trouves le nom de la banque qui détient l'hypothèque de la Villa Perrin. C'est facile, monsieur, la Banque nationale. » « Parfait. Et je possède moi-même une banque, n'est-ce pas? »« Oui, monsieur, la Banque Valois-Annecy. » « Vous en êtes l'unique propriétaire. Alors achète cette hypothèque aujourd'hui. Peu importe le prix. Je veux être le banquier de Thomas Perrin avant 17 heures. »« C'est un gros dossier, mais c'est faisable, » répondit Georges, stupéfait. « Et la suite? Tu vas aussi découvrir quelle œuvre caritative Madame Perrin préside pour Noël. Ce genre de femme adore les galas. Trouve le lieu, la liste des invités, les sponsors. Je vous l'aurai dans l'heure, monsieur. » Bien. Et Georges, encore une chose. Oui, monsieur fait envoyer une voiture devant l'immeuble de Marguerite Ali. Une belle voiture banalisée avec chauffeur. Je ne veux plus qu'elle ou sa fille marchent seule. Le conducteur doit rester invisible, mais toujours prêt pour les conduire à l'hôpital, à l'épicerie, où que ce soit. Elles ne doivent plus être abandonnées. Une voiture fantôme. Exactement. Robert regarda la ville au loin. C'est la fille de Michel Ali. Elle ne sera pas traitée comme une voleuse. Elle ne sera pas laissée pour compte. Il raccrocha, se leva et s'approcha de la baie vitrée. La ville lui parut différente non plus, un amas d'actifs, mais un lieu où se déroulaient des choses réelles bonnes et mauvaises. « Elle l'a traitée de voleuse, » murmura-t-il. Son regard tomba sur la devise de Valois Transports Internationaux. « Nous faisons bouger le monde. » Il esquissa un sourire froid. « Voyons à quelle vitesse nous pouvons vraiment le faire bouger, » dit-il. 3 heures restaient avant que le bus d'Émilie ne la ramène à la maison. Marguerite, elle était assise dans son petit appartement, désormais froid, étranger. Le mot « voleuse » pesait sur sa poitrine comme une pierre. Elle avait du mal à respirer. Elle se rendit dans sa chambre et tira de sous le lit une vieille boîte métallique verrouillée, celle où elle gardait ses papiers importants, les états de service de son père, l'acte de naissance d'Émilie, son chéquier. Elle l'ouvrit. Solde 11,24 €. Son salaire de Madame Perrin n'était pas encore versé, et même s'il l'était, il serait amputé du prix du cadre. Elle jeta un œil à la petite pile de factures sur la commode loyer, 650 € dans 8 jours, électricité, 68 € dans 5 jours, téléphone, 45 €. Elle fit le calcul, simple, brutal,
Impossible. Elle allait devoir se rendre à la banque alimentaire. La pensée seule la fit trembler de honte. Son père avait dîné avec des généraux. Il avait porté la Légion d'honneur. Et elle, sa fille, allait demander une boîte de haricots. Elle était perdue dans cette spirale de panique quand elle entendit un bruit. Un léger coup frappait à la porte. Marguerite se figea. Elle n'attendait personne. Sa voisine, Madame Gabelle, avait sa propre clé. Elle s'approcha lentement, regarda par le judas. Personne. Fronçant les sourcils, elle entr'ouvrit la porte. Le couloir était vide, mais posé sur le paillasson, un simple sac en papier brun. Son cœur se mit à battre plus fort. Une erreur déruait les courses d'un voisin. Elle regarda à gauche, à droite, rien. Elle rentra le sac, verrouilla la porte à double tour et le posa sur la petite table de cuisine. Aucun mot à l'intérieur. Juste un poulet rôti encore tiède, un pain frais, un sac de pain, 1 litre de lait, une salade de pâtes et un petit paquet argenté de biscuits aux pépites de chocolat. De quoi tenir 3 jours. Marguerite recula, comme devant un serpent. D'où cela venait-il? Était-ce une nouvelle cruauté de Béatrice? Un piège, non. Ce n'était pas son genre. C'était un geste de bonté. Elle retourna au judas et scruta la rue. À travers les rideaux fins du salon, elle aperçut une voiture noire banalisée garée de l'autre côté de la rue. Aucune marque, aucun mouvement. Elle n'était pas là ce matin. Elle la fixa longtemps. La voiture ne bougea pas. Personne n'en sortit. Personne n'y entra. Elle restait là silencieuse. Ce n'était pas une menace. C'était une présence, une veille, une protection. Marguerite ne savait pas quoi penser. La peur, la gratitude et la confusion se mélangeaient dans sa poitrine. À 15h15, la porte s'ouvrit brusquement. Émilie entra en trombe, les joues rouges de froid, le cartable lourd sur le dos. « Maman. » J'ai eu un A à mon contrôle d'orthographe. Marguerite la serra fort dans ses bras, enfouissant son visage dans les cheveux blonds de sa fille. Marguerite la serra un peu trop fort. « Maman, tu m'écrases, » rit Émilie. « Pardon, mon cœur, c'est que je suis tellement fière de toi. » Elle força un sourire. Mais déjà les yeux de l'enfant avaient glissé vers la table de la cuisine. « Waouh, tu as fait des courses. » « C'est du poulet. » Le sourire de Marguerite vacilla. « Oui, c'est une surprise. Une bonne surprise. J'avais faim. » Émilie lâcha son cartable et courut jusqu'à la table. « Je peux prendre un biscuit? » Après un peu de poulet, répondit Marguerite avec douceur. Elles s'assirent à la petite table. Émilie mangeait joyeusement, bavardant sans arrêt, son projet d'art plastique, un garçon nommé Sam, qui lui avait tiré les cheveux. « Et devine quoi, » dit-elle, la bouche pleine. Chloé Perrin était de mauvaise humeur. Aujourd'hui, Marguerite s'immobilisa, la fourchette suspendue. Ah oui, elle a dit à tout le monde que sa maman allait avoir une nouvelle femme de ménage, que l'ancienne était nulle. Marguerite reposa sa fourchette. Le goût du poulet devint amer. « Émilie, » dit-elle d'une voix basse. La fillette leva les yeux. Le faux sourire de sa mère avait disparu. « Maman, qu'est-ce qu'il y a? »« Ma chérie, je ne retournerai plus travailler chez Madame Perrin. » Émilie fronça les sourcils. « Pourquoi tu as trouvé un nouveau travail? Non, c'est elle qui m'a renvoyé. »« Elle t'a viré, demanda Émilie, familière du mot, grâce aux séries télé. »« Oui, comme à la télé. »« Mais pourquoi tu as cassé quelque chose? » Marguerite prit une grande inspiration. Les yeux de sa fille étaient ceux de son père sincère courageux. Elle refusa de mentir. « Non, mon trésor, je n'ai rien fait. Elle a dit que j'avais pris quelque chose. Un cadre photo. Mais ce n'est pas vrai. » L'expression joyeuse d'Émilie s'effaça. Elle t'a traité d'une menteuse. Oui, mais ce n'est pas vrai. Tu ne mens jamais.
Tu ne voles pas. C'est elle qui ment, s'écria Émilie, la voix montant sous la colère, la même droiture farouche que son grand-père. Je sais, murmura Marguerite, les larmes aux yeux. Mais c'est elle, la patronne. Alors, je n'ai plus de travail. Le silence tomba. Émilie repoussa son assiette. Les biscuits furent oubliés. C'est à cause de la danse, demanda-t-elle tout bas. Le cœur de Marguerite se brisa. Quoi non, ma chérie, surtout pas. Ne pense jamais ça. Mais elle s'était fâchée, maman. Elle m'a regardé. Toi aussi. Elle avait l'air méchante. Ça n'a pas d'importance, Émilie. Ce n'est pas ta faute. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Marguerite regarda les factures posées sur la commode. Puis le sac de provisions anonyme. Je ne sais pas, murmura-t-elle. Je ne sais pas et pas. Dans la tour Valois, la nuit tombait la ville scintillant comme un tapis de diamants. Georges se tenait dans le bureau de Robert, une tablette mince à la main. C'est fait, monsieur. Nous détenons la créance. Depuis 16h32, la Banque Valois est le principal créancier de la propriété Perrin. Robert acquiesça tourné vers la fenêtre. Et la Charité, la Fondation des Enfants Étoiles, leur gala annuel a lieu dans une semaine. Madame Perrin en était la présidente. C'est son grand événement mondain. Elle a déjà récolté plus de 100 000 euros. Récolté, mais pas reçu, précisa Robert. Exactement. Il s'agit surtout de promesses de dons. Et son principal sponsor corporate. Georges esquissa un léger sourire. Une filiale de Valois Transport. Robert se retourna brusquement. Elle finance sa soirée avec mon argent. Oui, monsieur. Elle écrit depuis des mois des lettres mielleuses à notre vice-président de la Fondation. Il a approuvé un don standard 50 000 euros. Annule-le. Pardon. Annule la donation, répéta Robert. Je veux une lettre de notre vice-président datée d'aujourd'hui. En raison de réaffectations budgétaires imprévues, nous devons malheureusement retirer notre contribution. Qu'elle la reçoive ce soir. Les sourcils de Georges se haussèrent. Cela ruinera son gala, monsieur. Elle sera humiliée. Oui, répondit Robert simplement. Elle le sera. Il se dirigea vers son bureau, et Georges envoie un autre sac de provisions demain. Même heure, même manière. Et règle sa facture d'électricité. Monsieur, comment voulez-vous que je... Tu es mon chef de la sécurité, Georges. Tu es un magicien. Tu as son numéro de compte. Fais un virement anonyme, un fonds d'aide communautaire, invente ce que tu veux. Et son loyer paie 3 mois d'avance. Georges resta stupéfait. C'est généreux, monsieur. Ce n'est pas de la générosité, coupa Robert sèchement. C'est nécessaire. C'est la fille d'un homme qui a sauvé un bataillon. Elle ne sera pas jetée à la rue à cause d'une femme jalouse et cruelle. Nous allons bâtir autour d'elle un mur de fer. Elle ne le verra pas, mais il sera là. Et la voiture fantôme. Elle reste. Jusqu'à ce que tout soit terminé. Le lendemain matin, Marguerite se réveilla devant un message inattendu. Ce n'était pas une offre d'emploi, mais un courriel de son fournisseur d'électricité. Chère cliente, votre compte a été réglé intégralement grâce à une subvention du Fonds voisin solidaire. Votre solde est désormais de 0,00. Marguerite resta figée, puis imprima le message les mains tremblantes, comme si le papier pouvait en confirmer la réalité. Fonds voisin solidaire. Elle n'en avait jamais entendu parler. Elle fixait encore la feuille quand le facteur passa. Le courrier glissa sous la porte. Elle s'approcha, s'attendant à d'autres factures, mais trouva une seule enveloppe blanche nette, portant le logo de la société de gestion de son immeuble. Elle l'ouvrit d'un geste nerveux. Ce n'était pas un avis d'expulsion. C'était un reçu. Locataire Marguerite Ali Paisiment. Reçu 950 €, mois réglé. Décembre, janvier, février. Statut payé en entier. Merci. Le papier lui échappa des mains. Elle tomba lourdement sur le canapé.
3 mois de loyer, la facture d'électricité, la nourriture. Ce n'était pas de la charité. Ce n'était pas un hasard. C'était autre chose. Une force invisible, une main puissante, qui venait de se refermer autour de sa vie. Mais de qui, se demanda Marguerite. Elle pensa à la voiture noire toujours garée de l'autre côté de la rue. Elle était là quand elle s'était réveillée. Une nouvelle peur froide et tranchante remplaça sa panique. Elle n'était plus maîtresse de sa vie. Quelqu'un tirait les ficelles. Quelqu'un l'observait, jouait avec elle. Était-ce Madame Perrin? Une façon tordue de prouver qu'elle perdait la tête, de la faire passer pour une femme acceptant de l'argent suspect. Elle attrapa son téléphone et appela la société de gestion. « Bonjour, ici, Marguerite Ali. Appartement 2B, dit-elle d'une voix tendue. Je viens de recevoir un reçu indiquant que mon loyer s'est payé pour 3 mois. » La voix au bout du fil répondit avec gaieté. « Oui, mademoiselle Ali, quelle chance non. Un virement a été effectué ce matin depuis un fonds de bienfaiteurs. L'expéditeur souhaite rester anonyme. Vous êtes tranquille jusqu'en mars. Joyeuse fête, un bienfaiteur anonyme. » Marguerite raccrocha. Elle alla verrouiller sa porte à double tour, enclencha la chaîne. Elle hésitait une marionnette. Quelqu'un la faisait bouger. Elle se sentit plus prisonnière encore que lorsqu'elle n'avait plus un sou. À 8 rues de là, dans une maison de verre et de pierre blanche, Béatrice Perrin passait elle aussi une terrible matinée. Assise à son îlot de cuisine en robe de soie, elle sirotait son café quand son ordinateur émit un ping. Un courriel de la Fondation Valois. « Chère Madame Perrin », lut-elle à voix haute, un sourire aux lèvres. Sans doute la confirmation de la présence de Monsieur Valois à son gala. Mais son sourire s'effaça brusquement. En raison de réaffectations budgétaires imprévues, nous devons malheureusement retirer notre subvention, montant 50 000 €. Quoi souffla-t-elle? La tasse trembla dans sa main. Non, non, non. Cette somme n'était pas un simple don. C'était la clé de toute la salle de bal du Grand Hôtel, l'orchestre Le Traiteur. Sans elle, tout son événement s'effondrait. Elle appela aussitôt son contact à la Fondation, le vice-président, qu'elle flattait depuis des mois. Boîte vocale. Elle réessaya sa ligne directe. Boîte vocale. Elle appela son assistante. « Je suis désolé, Madame Perrin. Monsieur Davis est en réunion toute la journée. Mais le gala des enfants étoiles. Il y a erreur. Aucune erreur, madame. La décision est définitive. Bonne journée. » Le combiné lui échappa. Son cœur battait comme un marteau de glace. Elle était ruinée, pas financièrement, mais socialement. Ce gala, c'était son soir, le moment où elle régnait sur la ville. Et Robert Valois venait de tout anéantir. Cette domestique, siffla-t-elle son esprit, cherchant un coupable. C'est sa faute. Elle a dû lui dire quelque chose. L'ingrate. Son téléphone sonna de nouveau. Elle bondit croyant à un appel de la Fondation. « Madame Perrin, ici Monsieur Consanquède, de la Banque Valois. »« Pardon, je suis cliente à la Banque nationale. Plus maintenant, madame. Depuis hier, 17 heures, la Banque Valois a acquis votre hypothèque. Nous sommes désormais vos créanciers. Il existe cependant une anomalie dans vos comptes. Ceux de votre mari sont lourdement endettés. Le ratio prêt-sur-valeur de votre propriété nous inquiète. » Béatrice se leva d'un bond renversant sa tasse. Le café se répandit sur le marbre blanc. Que voulez-vous dire? Que compte tenu du nouveau risque, nous exerçons notre droit de rappel. Vous disposez de 30 jours pour rembourser la totalité, 7 millions d'euros. Passé ce délai, la saisie sera engagée. Le téléphone glissa de sa main et tomba au sol. Saisi, Robert Valois. Il ne se contentait pas de retirer un don. Il prenait sa maison. Elle s'effondra le bas de sa robe trempée de café. Elle avait détruit une employée pour un cadre en argent. Et l'homme en pull gris silencieux, celui qu'elle avait méprisé, reprenait tout.
Les jours qui suivirent furent les plus étranges de la vie de Marguerite. Elle ne sortit plus. La voiture noire restait garée chaque jour. Un sac de provisions apparaissait à sa porte. Elle chercha du travail, envoya des dizaines de candidatures. Aucune réponse. Le mot voleuse la suivait invisible, indélébile. Puis, 3 jours avant le gala, un colis arriva. Une grande boîte plate noire sans expéditeur. À l'intérieur, sur un lit de papier de soie blanc, 2 robes, l'une en velours bleu, nuit simple et élégante, parfaitement à sa taille. L'autre plus petite, identique pour Émilie. Au fond de la boîte, une enveloppe crème épaisse. Fondation des Enfants Étoiles. La Fondation a l'honneur d'inviter Mademoiselle Marguerite O'Malley et Mademoiselle Émilie O'Malley, fille et petite-fille du colonel Michel Ali, à être nos invités d'honneur lors du gala de cette année. Lieu, Grand Hôtel de Paris. Heure 19h00. Marguerite resta immobile. Les robes, l'invitation, invité d'honneur. Un cauchemar. Une mise en scène incompréhensible. Maman, dit Émilie en caressant le velours, on va à une autre fête. Je crois bien, ma chérie. Et lui, le monsieur triste. Il sera là, Marguerite comprit. Les provisions, le loyer, la voiture noire. Ce n'était pas Béatrice. C'était lui, Robert Valois. Il ne la piégeait pas. Il la protégeait. Et maintenant, il l'invitait. Oui, Émilie, murmura Marguerite, la voix tremblante non de peur mais d'émotion. Je crois qu'il y sera. La salle de bal du Grand Hôtel de Paris brillait d'un océan de smoking noir et de bijoux étincelants. Béatrice Perrin se tenait près de l'entrée, le visage figé dans un sourire de plastique. Elle avait réussi à sauver le gala de justesse. Elle y avait versé toutes ses économies et saturé 2 cartes de crédit. L'orchestre n'était plus qu'un quatuor à cordes. Les plats se limitaient à des amuse-bouches froids. Les rumeurs couraient déjà que son mari était en difficulté financière, que la Fondation Valois s'était retirée. Ses amis l'évitaient. Elle était devenue toxique. En vérifiant la liste des invités, ses mains tremblèrent en découvrant 2 noms. Non, souffla-t-elle. Marguerite Ali et sa fille venaient d'entrer. Elles ne portaient pas d'uniforme de domestique, mais 2 robes de velours bleu, nuit simple et élégante. Elles étaient dignes. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» siffla Béatrice en se précipitant vers elle. « Vous n'êtes pas sur la liste. Sortez d'ici. Sécurité. » « Je crois, dit une voix grave, qu'elles sont avec moi. » Robert Valois sortit de la foule. Fini le pull gris, il portait un smoking taillé, à la perfection, l'air d'un homme qui possédait la ville. Il ne sourit pas à Béatrice, mais à Émilie. « Mademoiselle Émilie, vous êtes ravissante. Je vois que vous n'avez pas vos chaussures de danse. Et vous n'avez pas votre pull, répondit-elle en riant. Le sourire de Robert s'éteignit aussitôt, quand il tourna la tête vers Béatrice. « Je crois que vous connaissez Mademoiselle Ali. » Le visage de Béatrice devint livide. « Monsieur Valois, cette femme, c'est une voleuse. » Le quatuor s'arrêta. La salle entière se figea. « Elle m'a volé un cadre en argent », cria Béatrice, la voix tremblante. « J'ai dû la renvoyer. C'est une voleuse, une vulgaire voleuse. » Marguerite saisit la main d'Émilie, le visage en feu. Elle voulait fuir. « Une voleuse », répéta Robert d'un ton calme, mais dont la résonance couvrit la salle entière. « C'est un mot grave, Madame Perrin. Avez-vous porté plainte? J'allais le faire. C'était un cadre, celui de ma grand-mère. » Celui-ci, demanda Robert. Georges, son chef de la sécurité, s'avança. Il tenait un sac plastique transparent contenant un cadre en argent. « Mon équipe a examiné les images de sécurité de votre maison, comme pour toutes nos bénéficiaires majeures, expliqua Robert. Nous avons retrouvé cet objet dans votre placard, dissimulé, dans une boîte à chaussures. Vous l'y avez mis à 23h43 le soir du bal. » Un murmure parcourut la salle.
Béatrice regarda le cadre, puis Robert la bouche ouverte, incapable de parler. « Vous avez calomnié cette femme, dit-il, d'une voix tranchante. Vous l'avez renvoyée, humiliée, ruiné tout cela, parce que sa fille, une enfant de 10 ans, a eu le courage et la gentillesse que vous n'aurez jamais. » Il se tourna vers la foule médusée. Le père de mademoiselle Ali était le colonel Michel Ali. Il a sauvé un bataillon. C'était un héros. Vous, madame, n'êtes qu'une tyranne. Puis, calmement, la Fondation Valois retire immédiatement tout financement à cet événement. Et en tant que votre banquier, madame Perrin, il laissa la phrase flotter un instant. Nous aurons beaucoup à discuter lundi. Béatrice sentit son monde s'effondrer. Sa position, son argent, son prestige, tout disparut dans ce silence glacé. Elle tourna les talons et quitta la salle, le visage défait. Un murmure parcourut l'assistance. Robert n'y prêta aucune attention. Il se tourna vers Marguerite, qui pleurait des larmes non de peur, mais de soulagement. « Monsieur Valois. »« Les courses, le loyer, » balbutia-t-elle. « La fille d'un héros ne devrait jamais s'inquiéter du loyer, » répondit-il doucement. « La Fondation Valois a besoin de personnes intègres comme votre père. Je crée une nouvelle bourse, la bourse Ali pour les familles d'anciens combattants. Il faut quelqu'un pour la diriger. Quelqu'un de digne de confiance, quelqu'un d'honorable. Je ne vous offre pas une aumône, mademoiselle Ali. Je vous offre un poste, un vrai défi. Acceptez-vous. » Marguerite le fixa bouleversée. Cet homme, le milliardaire qui l'avait défendu, qui l'avait sauvée, la voyait enfin telle qu'elle était. « Oui, » dit-elle d'une voix claire. « Oui, j'accepte. » Robert sourit un vrai sourire, celui qui atteignait enfin ses yeux. La tristesse était encore là, mais elle n'était plus seule. Émilie, qui observait la scène, tira doucement sur son veston. « Monsieur, demanda-t-elle. »« Oui, Émilie. On peut danser maintenant. » Le quatuor demeurait immobile. Robert leur adressa un signe. « Jouez, » dit-il simplement. Une valse douce s'éleva. Robert baissa les yeux vers la petite fille au grand cœur. « Mademoiselle Émilie, dit-il en lui tendant la main, ce serait pour moi le plus grand des honneurs. » Il prit sa main et au milieu de la salle de bal illuminée, entourée des plus riches de Paris, le milliardaire, et la fille de la domestique se mirent à danser. Cette fois, il savait exactement ce qu'il faisait. Et sur cette danse, laissons Robert et Émilie. Que leur histoire nous rappelle que le plus simple des gestes de courage peut changer une vie et que la bonté reste la seule force capable d'effacer toutes les distances. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire. Si elle a touché votre cœur, laissez un commentaire, je les lis vraiment tous. Et si vous souhaitez nous retrouver pour les prochaines histoires, un petit j'aime et un abonnement nous permettront de ne pas nous perdre de vue. Merci d'être resté jusqu'à la fin.